présenter le serverless, donc c'est vraiment pour l'initiation. Voilà. Je voulais déjà voir un peu, alors je connais un peu tout le monde, donc j'avais quelques questions pour connaître un peu l'assemblée, mais ça va aller. Salut. Déjà, bon, est-ce que vous avez déjà travaillé avec du serverless ou pas? Oui, non. Pour vous, serverless, ça veut dire sans serveur? C'est des Azure Functions ou des AWS Server. C'est appliqué, là, ça sera appliqué à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça sera appliqué sur AWS, mais à peu de choses près, tu retrouves la même chose sur les autres providers. Mais donc pour vous, ça veut dire pas de serveur ou ça veut dire autre chose? Ça veut dire qu'on ne paie pas le serveur, on paie l'utilisateur. En fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, il faut bien que ça tourne sur quelque chose, mais on va dire que c'est pas notre problème. Nous, on veut juste faire tourner des applications et que on n'a pas envie de gérer des serveurs, des machines, les capacités des serveurs et tout ça. Donc, on sait que notre traitement, en général, il est gourmand ou pas gourmand, on va lui juste octroyer la puissance et la mémoire qu'il faut. Et c'est tout ce qu'on a à s'occuper du côté serveur. Donc c'est nous qu'on configure la mémoire et le processeur. Voilà. Donc c'est là où c'est le développeur qui sait, Après, plus tard, qui a la maîtrise de savoir, ben, tiens, tel bout de traitement a besoin de beaucoup de puissance et tel autre bout de traitement beaucoup moins. Alors, après, s'il y a un besoin d'autoscaler, il le fait automatiquement ou pas? Voilà. On va faire la présentation et après je répondrai aux questions. Du coup, serverless, alors voilà, ce que je disais, aucune gestion de serveur. Donc, tu as aussi, comme tu disais, c'est que en fait, c'est tarifé à l'utilisation. Donc, en fonction justement des capacités que tu vas choisir et du temps que ta fonction pour le calcul va s'écouler, tu vas payer plus ou moins cher. Tu parlais d'autoscaling, en fait de base c'est juste tu as des bouts de traitement à faire tourner sur un temps donné quelque part, tu t'en fous. Donc oui, tu peux autoscaler, c'est que tu peux avoir je sais pas combien de requêtes qui vont déclencher ce bout de traitement. Ce bout de traitement va être répliqué autant de fois. Tu peux limiter le nombre de fois. Mais en tout cas, c'est natif, tu n'as pas à t'en occuper, ça sera toujours scalable. Et du coup, on en réfléchit plus logique métier, on va découper un peu logique métier en petites. On va découper un peu l'application que tu vas faire en petits bouts et tu vas pouvoir choisir pour chaque petit bout comment tu vas la réaliser, sur quelle techno, etc. Donc peut-être que dans ton application, il y a des parties, souvent plus administratives, avec l'administration, etc., qui ne sont pas trop sollicitées. Tu pourras les faire sur une techno qui va bien. Tu as une autre partie qui a besoin d'une grande puissance de calcul qui va durer. Tu vas choisir autre chose. Et du coup, tu vas automatiquement pouvoir choisir la meilleure techno pour la fonctionnalité que tu veux rendre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et du coup, on base essentiellement sur de l'événement. J'ai reçu un fichier, donc je vais déclencher tel traitement. Ce traitement va peut-être redéposer un fichier ou envoyer un message dans une queue. Et du coup, il y a quelqu'un qui va écouter la queue. Donc on découpe le tout et c'est juste, on communique entre chaque élément, on fait tout l'arbre de logique via des événements. En fait, donc c'est le relais, c'est en fait, le serveur va être déclenché au moment de recevoir un événement ou bien il va être en listener? En fait, le bout de code va se déclencher, va se charger quelque part et va s'exécuter au moment où il a besoin. Et dès qu'il n'a plus besoin, il va disparaître. Le serveur ou bien le... Le serveur, en fait, c'est vraiment, il faut faire une grosse abstraction serveur. Tu fais comme si c'était magique, c'est une boîte noire. Toi, tu as dit, je veux
pour ce petit bout de code qui va juste mettre à jour une table, j'ai besoin de l'équivalent d'un quart de CPU et de rien de mémoire. Et pour ce gros traitement, je vais avoir besoin, là je vais plus aller sur du conteneur et je vais avoir besoin, alors moi je fais sur du 12 CPU, des choses comme ça, tu veux un truc, voilà, tu peux aller autant que tu veux, tu dis l'équivalent CPU que tu veux, la mémoire que tu as besoin, et lui il va le placer quelque part chez lui, de son côté, mais toute cette partie infra, tu t'en fous complètement, c'est au service provider de trouver le serveur qui a la place d'accueillir ce que tu as demandé. D'accord. Ok, donc on peut parler d'architecture serverless uniquement pour des cas très pointus qui sont démarrés par un événement. On ne peut pas, par exemple, prévoir une application web qui tourne sur un serverless, qui est toujours disponible quand Alors, on en a besoin. tu peux avoir une application web sur du serverless. Maintenant d'ailleurs, Les souvent, ACS par exemple, c'est du serverless. tu peux faire c'est pour ça que tu peux aller on va voir les différents trucs, mais tu peux aller de le petit bout de code Python qui fait 3 trucs à une application Spring Boot qui va tourner sur un container et même sur de la lambda, tu peux avoir des Spring Boot. Mais tu peux vraiment faire, voilà, tu as tout l'éventail de solutions, il y en a qui sont meilleures que les autres suivant ton utilité. Et en fait, tu vas, comment dire, choisir, et si c'est très long, on va plutôt aller sur du conteneur. Si c'est des exécutions rapides, on va aller plus sur des lambda. Tu peux choisir les technologies, toutes les technos, hein. Les plus courantes utilisées, c'est Node, Python et Java, mais il y a tout un éventail de technos qui sont disponibles. Mais le fait de monter ou bien de rendre une application web serverless, ça n'arrive pas avec un coût énorme budgétaire? Après, ça dépend toujours du cas d'utilisation et de combien d'utilisateurs. Si ton application est toujours sollicitée tout le temps, c'est pas la bonne direction. D'accord. Si tu as une application, c'est aussi après, est-ce que c'est prédictible ou pas? Il y a plein de choses à prendre en compte. Si c'est prédictible, tu vas pouvoir peut-être faire des choses plus traditionnellement, mais en prévoyant de mettre plus de capacité le soir à 19h parce que tout le monde se connecte chez toi en rentrant du boulot. Ça, tu vas choisir en fonction. Donc il y a souvent, est-ce que c'est sollicité tout le temps? Est-ce que c'est prédictible? Mais par contre, si c'est des choses qui sont complètement imprédictibles, ça peut faire des pics à n'importe quel moment, où tu as besoin de beaucoup de capacité pendant une demi-heure dans la journée, tu vas aller plus sur du serverless. On va avancer. C'est un paiement à l'utilisation du coup. Pardon? C'est un paiement à l'utilisation. C'est à l'utilisation. Donc, Voilà. si c'est utilisé tout le temps, ben voilà, Ça va coûter un avoir un cluster, voilà, et gérer ce cluster, si tu sais bien le gérer, c'est là aussi une autre question. Faudra mieux se diriger là-dessus. Si c'est voilà, il y a plein de paramètres qui vont changer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il y en a comme avantage du coup? En gros, voilà, ils disent 60% d'économie. Voilà, c'est surtout parce que traditionnellement, tu as un serveur que tu utilises ou pas, tu le payes. Voilà. Là, tu es vraiment sur j'ai besoin de beaucoup de puissance, je vais payer pour cette puissance-là, j'ai plus besoin le lendemain. 5 minutes après, tu l'as plus et tu la payes plus. Voilà, le projet où je suis, si c'était pas en serverless, nous, des fois, on demande la capacité, ça serait la capacité de la SG entière qu'il faudrait pendant 30 minutes. Voilà. Du coup, un cas de figure, c'est en fait si on a une application microservice et on a un service qui est sollicité vraiment dans une période
de l'année ou quelque chose comme ça, on peut le mettre sur un service. Utiliser cette. Bah, après, c'est toujours l'aspect prédictible ou pas. Si tu sais qu'à telle période de l'année tu as besoin, tu peux avoir très bien ton serveur que tu vas sur le cloud, on part vraiment sur une base cloud, que tu vas mettre up juste sur la période où tu en as besoin et l'arrêter quand on n'a plus besoin. L'avantage du cloud, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir la machine dans tout un data center qui sert à rien pendant la moitié du temps. Donc là, c'est plus un cas de figure ce que tu dis. Éligible au cloud, après, il y a toujours des façons de voir. Qu'est-ce qu'on a donc les coûts, le scaling, on en a parlé. Du coup, on peut très très vite avoir quelque chose de fonctionnel rapidement, parce que tout de suite, c'est le développeur. Il déploie sur la solution qu'il a préférée sur le serverless. Et il n'a pas déjà à référer à d'autres choses, à d'autres services qui vont lui dire tiens, il faut une VM, j'ai pas de VM, etc. Tout de suite, tu peux faire exécuter un bout de code et ça ne te coûtera pas grand chose. Et du coup, disponibilité, parce que en gros, c'est encore une fois, tu choisis pas sur là sur AWS la région, mais tu choisis pas sur les régions sont divisées en AZ, zone d'accessibilité, et ces zones-là, voilà, tu choisis pas exactement où tu veux les placer, c'est eux qui se débrouillent, ils ont ce qu'il faut pour accueillir ton code, normalement, et tout va bien. Et du coup, ça fait voilà, du 3.9 de disponibilité. Ça fait très peu. Du coup, si on reste sur ce point-là, sur les zones, par exemple chez AWS, il y aura toujours des problèmes avec l'Europe, puisque normalement on sait que les données en Europe devraient rester en Europe. Alors, Conformité de la GDPR. après bon, voilà, tu arrives sur d'autres sujets, mais déjà, AWS n'a pas accès. Et ça, c'est de façon physique prouvé par des trucs indépendants. On n'a pas accès à tes données si tu lui donnes pas l'accès. Après, il y a des trucs de conformité, il y a pas mal de choses. Alors moi, je parle pour AWS parce que je connais bien, mais ils doivent tous le faire. Ils sont conformes, RGPD, etc. Ils ont tous ces trucs-là qui sont carrés. Et tu peux, voilà, ils ont tous les labels qui vont bien. Après, pour l'anecdote, ils sont en train de construire une région européenne, 100% européenne. Donc il y aura la technologie AWS qui, elle est américaine. Mais le data center sera 100% européen. Les employés seront 100% européens, voilà, et l'entreprise qui va gérer ça est 100% européenne. Donc il y aura zéro action, 0 centime européen, américain dedans. Mais il y a la région européenne déjà. Il y a les régions en Europe, mais par exemple, il y a Irlande, Paris, Milan, je sais plus. Voilà, il y a pas mal en Europe. Hein, mais là, il y aura une zone, il y aura une région, ça sera complètement isolée, d'actifs américains. Donc aucunement, les Américains. Là, le problème, c'est que les Américains, comme c'est une entreprise américaine, ont des droits quand même d'essayer de forcer la main. Voilà. Donc là, mais c'est des subtilités juridiques. Hein. Là, ce sera complètement à part. Mais c'est pas le sujet. Alors, quels sont les cas d'utilisation qu'on a? Souvent, pour du back-end, tu exposes des API, voilà, ça s'active quand on s'est appelé, ça se désactive. S'il y a une API qui est vachement sollicitée, ça va scaler automatiquement, et puis dès que ce sera plus sollicité, ça va... Pour les API, c'est pas, par contre, qu'elle soit en veille pendant qu'elle n'est pas utilisée, ça ne crée pas un temps de latence quand même. Alors, ce qui est sûr, c'est que si tu veux de la réactivité, alors c'est un peu complexe comme réponse, parce que si tu veux de la réactivité sur le premier appel, parce que, tu vas avoir un peu de latence parce qu'il faut qu'il aille charger.
Et ça dépend de ta techno, parce que si c'est du Python, etc., ça va exécuter ça sera très rapide parce que le temps de charger des fichiers Python, c'est 2 secondes. Et il n'y a pas de temps de démarrage. Si tu as fait du Spring Boot, ben c'est le temps que Spring Boot démarre. Par contre, si la deuxième appel qui arrive après, il reste un peu up pour pouvoir accueillir un autre appel. Donc lui, il va réagir directement. Et il reste up jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appel et c'est done. Donc c'est pas comme on présente unitaire, un appel, on crée un truc, on y va. Il pourra y avoir qu'un appel à un instant sur l'instance qui va être créée à ce moment-là. Mais si tu as beaucoup d'appels, etc., ça va être pris. Tu as peut-être 100 appels qui vont arriver et ils vont peut-être réussir à gérer ça sur 25 instances de ton code. Donc ils vont créer plusieurs instances. Il va faire ce qui est nécessaire pour absorber les appels. Oui, ça ne peut pas créer un autre problème. Imagine que je crée des connexions base de données. Et là, s'il crée plusieurs instances, il va créer des multiples connexions base de données. Là, il y a des solutions, il y a d'autres solutions à ça si tu as vraiment des accès comme ça ou tu as un problème de concurrence d'accès aux bases de données. Ouais. Après, ça dépend de ce que fait ton appli. C'est que tu peux créer un proxy de base de données et en fait, tu appelles le proxy qui lui a créé une seule connexion à la base de données. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc, il y a le back-end, les traitements de données. Donc, il y a un fichier qui souvent c'est ça, l'exemple du bateau. On va un peu travailler là-dessus si on a le temps. Que je sens qu'on prend plus de temps que ce que je pensais. Traitement de données, tu as un fichier qui arrive, ça déclenche un traitement. Souvent, l'image, tu as pris une photo, ça arrive, ça déclenche. Alors des fois, quand tu as une photo, il faut faire un traitement sur l'image, après il faut le proposer en plusieurs formats. C'est un peu le sujet du workshop après. C'est de pouvoir faire toute cette gestion-là sur base donc là c'était sur des traitements d'image, mais on peut imaginer voilà, il y a un nouveau fichier qui est arrivé de données et de faire les différents traitements qu'on veut faire, les calculs, dès l'apparition du fichier. Le fichier de données. Et puis ça sert pas mal en toutes les petites tâches de maintenance que tu vas avoir sur ton application. Alors nous sur notre projet, c'est souvent la petite tâche qu'on schedule tous les soirs à 18h, on éteint tout ce qui est up sur notre projet et puis on le redémarre à 7h. Le week-end, on l'éteint à 7h, on le redémarre le lundi matin. Si tu dois faire des petites tâches, des petits batchs de temps en temps, ça s'y prête. Tu crées un petit événement. Souvent, c'est pas une logique très compliquée, ça s'y prête pas mal. Et aussi de l'IoT, tout ce qui va être en fait sur base d'événements. On a des nouvelles données qui arrivent, on a un nouveau fichier qui arrive, voilà. Donc on déclenche et puis avec les touch sheets qui est dit. Question par rapport à normalement pour les logs on fait comment parce que c'est à peu près distribué, c'est pas sur les logs elles sont centralisées sur un système qui récupère toutes les logs. Donc sur Amazon, sur AWS, ça s'appelle CloudWatch. Et en fait, elles envoient directement toutes les logs. En fait, c'est automatique. Toutes les logs sont envoyées. Je pense qu'il y a un SDK installé sur son appli. Ensuite, tu configures quel genre de log tu dois envoyer, machin. Après, là, je prends le truc de Lambda. Automatiquement, ça envoie sur CloudWatch. Tu peux, ça crée un groupe avec le nom de ta Lambda et tu les reçois directement là. Tu as plein de KPI qui remontent, etc. Quand tu es sur du conteneur, ça devient un peu compliqué parce que là, c'est un peu tu dois gérer la technologie conteneur et là souvent tu crées ce qu'on appelle un sidecar. C'est une instance
Dans le conteneur, il y a une instance qui va se créer à côté Ouais. et qui va centraliser les logs et les renvoyer là où tu as envie. Voilà, tu installes des traitements comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme... alors là j'ai mis en bleu ceux sur lesquels on va intervenir. Plus clair, donc tu as la lambda. Alors la lambda typiquement c'est le plus petit traitement, un petit bout de code qu'il faut faire assez rapidement. C'est super léger, il y a une grosse contrainte qu'on verra après, pas plus de 15 minutes. Oui, je crois que tu vas suivre 15 minutes. Le S3, ça, je crois que c'est le service Storage. le plus performant et le plus disponible au monde. C'est là où tu vas stocker tes objets. C'est de l'object storage. C'est hyper performant, tu peux faire de l'archive, plein de choses, on verra plus dans le détail. DynamoDB qui est la base NoSQL de AWS. Alors là on est rentré en scope AWS, mais à chaque fois il y a des équivalents. Donc c'est de la NoSQL, donc on va en faire un petit peu. Les step functions, là ça va nous aider à orchestrer. C'est la machine à état. Ça va aider à orchestrer tout ça. Donc au final, quand on fait une application presque monolithe en Spring Boot où on va gérer que on va appeler telle classe, ou plus globalement on va orchestrer des API. Mais en fait là, cette fonction le fait, il va gérer. Config d'intégration. Donc en gros, c'est des boîtes, on fait que ça, c'est des boîtes et des flèches. Et en gros, à chaque boîte, ça appelle une API. Donc ça peut être lancer une lambda, ça peut être, on va avoir écrire un truc dans Dynamo, il y a plein de possibilités. Ça va gérer lui-même tout ce qui est le retry si ça s'est pas bien passé, etc. Tout ce qu'on pourrait vouloir orchestrer dans une application à l'intérieur et que c'est toujours compliqué de faire. Là c'est hyper intuitif, ça se fait tout seul et ça reste sur du truc. Pour exposer les API, on a API Gateway qui est aussi en serverless et AWS Target qui est la solution de conteneurisation serverless d'AWS. Et donc du coup tu n'as pas à... alors ça marche avec EKS qui est le Kubernetes Manager et ça va avec ECS qui est la solution, l'orchestration de conteneurs d'AWS. Et donc du coup, tu n'as pas à avoir un cluster et à gérer le cluster, la taille du cluster, etc. T'as juste, tu peux exécuter tes images dessus. Et t'as pas à gérer la partie cluster. Voilà. Donc lambda, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est des fonctions as a service. Et voilà. Tu peux exécuter un code sans avoir provisionné ni gérer le service. Alors qu'est-ce qu'on ça supporte? JavaScript, Python, Java, C#, Go, Ruby. Et tu peux aussi tu peux l'étendre pour pouvoir faire d'autres langages. Il y a la grande limite qui fait souvent la décision est-ce que je fais lambda ou pas, c'est les 15 minutes. C'est fait vraiment pour l'exécution semi-courte, parce que ça commence à faire pas mal. Tu peux configurer la mémoire et voilà, tu déclenches par des éléments et c'est facturé à la milliseconde. Pour dire que c'est vraiment prévu que ça soit aussi pour les traitements très courts. Donc qu'est-ce que je veux rajouter? Suivant la technologie, comme je disais, soit c'est exécuté tout de suite, soit il y a un temps de chargement. Donc voilà, par exemple c'est un peu la bataille, c'est la bataille de Java. Est-ce que c'est bien, souvent les discussions qui peuvent s'enchaîner, est-ce que c'est bien pour la lambda? La réponse c'est est-ce que Python va démarrer tout de suite, mais va être plus long à exécuter le code. Donc ça va.
Pareil que Python. Voilà, ça va être un peu plus long. Java elle va être plus rapide à exécuter le code, mais il faut inclure le temps de démarrage. Donc c'est là où la question se pose suivant ton traitement. Si c'est un truc très rapide, tu vas aller sur nous on utilise Node et Python et Java, suivant ce qu'on veut faire. En Go, il est plus rapide. Plus rapide. On n'a pas la Go dans notre technologie, mais voilà. Normalement, par exemple, Lambda, ton maximal d'exécution, c'est à peu près 15 minutes. Ouais. C'est 15 minutes. Voilà. Si on a un traitement qui dépasse 15 minutes, tu n'utilises pas cette solution-là. Si tu sais pas, si ça peut être des 10 ou 20 suivant les cas, tu n'utilises pas cette solution. Ouais, pardon. 15 minutes, y compris le temps de chargement. Non, c'est sans le temps. C'est juste l'exécution. En fait, tes factures, le temps de démarrage est une contrainte. Donc en gros, c'est vraiment le temps d'exécution. Ok. Donc toi, ça va t'embêter que ça mette 10 secondes à démarrer parce que tu as choisi Spring Boot et c'est juste pour répondre pour une petite API de rien du tout qui va chercher sur une base de données. Voilà, c'est peut-être pas Java la bonne solution. Si tu as un traitement un peu plus lourd à faire et tu sais que ça dépassera pas les 10 minutes, donc ça va dans les 15 minutes, tu vas peut-être favoriser Java parce que peut-être qu'il mettra que si tu fais en Python, ça mettra 20 minutes et en Java 10. Alors, j'exagère, hein, j'ai pas d'exemple pour prouver les mesures. Voilà. Donc, après, il y a des petites solutions avec Java qui s'appellent le Snap Start. C'est en fait, il crée une image il commence à démarrer ton application et il crée une image de ton application démarrée. Et donc, du coup, ça démarre beaucoup plus vite. Après, il y a utiliser GraalVM et voilà, il y a changer de JVM, etc. Il y a pas mal d'options pour rendre plus populaire Java sur Lambda. Qu'est-ce qu'on a à S3? Alors, c'est du stockage quasi illimité, du 11.9. Je vous disais que la disponibilité, pour pouvoir garantir, c'est ça. Toute la gestion d'événements, tout ce qui se passe dans S3, tu as des événements, tu peux les cacher et faire un traitement avec. Il y a de la versionning, de la sécurité. Ce qui manque dans mon slide, c'est aussi pour tout ce qui est la storage, c'est que sur S3, tu peux dire où tu vas le mettre. Si c'est quelque chose que tu vas souvent aller chercher, tu vas le mettre en standard. Si c'est quelque chose plus de l'archive que tu gardes au cas où, tu peux aller le mettre très profond. La différence entre ces deux classes, cette différence c'est sur ces classes storage, c'est que l'un va être facturé plus cher au stockage et moins cher à la récupération. Donc le standard, celui pour tout le temps, quoi. Quand tu as besoin très souvent d'y accéder. Celui qui va aller le plus loin dans l'archive profonde, tu vas quasiment rien payer au stockage. Par contre, si tu récupères, là, tu vas payer beaucoup plus cher. Et il y a aussi le délai pour te le retourner peut être plus long. Et donc du coup, celui qui est plus pour l'accessibilité, souvent tu vas avoir peut-être une récupération beaucoup plus rapide, alors que celui qui est plus loin, il y a des fois où il y a même une classe où il te le renvoie, c'est un disque dur qui te ramène physiquement, quoi. Oui, carrément. Suivant le volume de données que tu veux récupérer. Step function, on a un peu parlé. Du coup, c'est une machine à état, donc à chaque fois ça lance une API. Suivant le statut qui retourne, il va déclencher une autre API où il va réessayer, où il va partir en erreur. Voilà. Du coup, comme je disais, peut-être sans lire, j'explique tout. Tu peux faire de la parallélisation, faire que pas mal de choses fassent en parallèle, attendre que tout soit fini pour aller faire d'autres choses. Nous on l'utilise, alors là où je suis, si on fait du calcul sur des gros fichiers, donc on a un premier traitement qui split en je sais pas combien de parties le fichier d'input,
Et après, ça crée autant de fois d'instances que de fichiers qui ont été créés pour faire le compute. Et après, on a un step à la fin qui ramène tout et qui crée un fichier final. Donc là, ça permet de paralyser au maximum le conteneur. Sur mon projet, comme ça, sur des tests vraiment pour pouvoir aller au bout des quotas que AWS nous donne, on a à un moment réussi à déployer 9000 containers d'équivalent 4 CPU avec je ne sais plus combien de gigas de RAM dedans. Et tout ça parce qu'on en avait besoin pendant 10 minutes. DynamoDB, donc voilà, c'est la base de données non relationnelle, donc NoSQL. Voilà, dès qu'on a sauvegardé un statut, voilà, dès qu'on n'a vraiment pas besoin de relationnel, on peut utiliser ça. Ils ont aussi des solutions serverless pour des bases relationnelles. Non, SQL, ça veut dire non only SQL. Non, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la relationnelle. Bah, tu peux te créer toi-même ta logique relationnelle, Ouais, mais en tout cas, c'est pas structuré, c'est pas... C'est plus, c'est un MongoDB-like. Mais voilà, donc souvent, voilà, s'il n'y a pas de contraintes fortes d'intégrité, voilà, entre tes enregistrements, tu vas privilégier ça. Et voilà, nous on utilise surtout pour faire des suivis d'avancement de traitement ou des choses comme ça. J'ai oublié un truc, non? Alors, une meilleure pratique qu'on peut avoir, c'est voilà, un peu découper ton traitement en fonctions concises, un peu comme la même logique qu'une classe, voilà, une fonction, alors peut-être plus globale qu'une classe, mais voilà, c'est vraiment découper tout ton métier un peu comme on fait pour du microservice ou même en allant plus loin. Et voilà, une tâche, quelque chose, tu pourras orchestrer et tu pourras mieux gérer justement les retraits, etc. Voilà, beaucoup basé sur les variables d'environnement pour ne pas embarquer trop d'aller chercher des données à droite à gauche. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gestions des erreurs, bien les gérer. Parce qu'au final, justement, si tu gères bien dans tes erreurs, tu pourras plus facilement peut-être orchestrer tout traitement. On a ces choses. Et voilà, donc faut faire toujours attention au coût, bien mesurer. Évidemment, quelque chose si tu as quelque chose de hub tout le temps et vachement sollicité, c'est pas forcément la bonne solution. Il y a des métriques à créer, genre des alertes, des systèmes d'alerte qu'on peut créer pour surveiller le coût. Oui, il y a déjà ils proposent déjà des dashboards de base pour pouvoir surveiller. Et là, tu as pas mal d'aspects soit d'alerting, soit de KPI qui remontent sur des dashboards et tu peux les personnaliser. Et voilà, et puis il faut toujours prévoir la sécurité par conception. Par exemple, API Gateway intègre super bien la conception, donc tu n'as plus à gérer toute la partie sécurité, du moins OE2, etc. sur les couches plus basses. Ton API Gateway va récupérer toutes les API, les redispatcher et suivant quelle API t'appelle, peut-être gérer un aspect de la sécurité d'une façon ou d'une autre. Et du coup, par exemple, si tu as une application Spring Boot, tu n'as pas à mettre la sécurité à ce niveau-là. Elle est à la porte d'entrée. Et puis voilà, c'est pas pour autant que de façon logique, il ne faut pas vérifier les rôles ou quoi que ce soit des personnes pour savoir s'ils ont bien le droit d'être là. Mais en tout cas, voilà, faut toujours penser sécurité en premier.